représenter Claude Allione qui a déménagé très récemment et changé même de pays, et donc il était dans l'incapacité matérielle d'être parmi nous. Il l'avait prévu depuis le départ, depuis 2 ans que je lui avais parlé de notre projet. Nous avions lu en séminaire son dernier ouvrage, La haine de la parole, qui pour moi est un ouvrage important parce qu'il y a peu de psychanalystes qui poussent si loin le travail de recherche historique et politique, et notamment sur la question du langage. Donc voilà, je trouve que c'est un ouvrage intéressant de ce point de vue-là. Et je lui avais demandé d'intervenir dans cette journée en essayant d'ouvrir le propos, à partir du film We Need to Talk About Kevin, vers la question du monde contemporain. Donc je vais vous lire le texte qu'il m'a envoyé et qui préfigure en fait une nouvelle parution qui devrait avoir lieu très prochainement, dans les semaines qui viennent, qui a pour titre, je vous le dis parce que c'est quand même assez... J'aime bien les femmes, mais elles me font un petit peu peur. C'est le titre de son prochain livre. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Donc, la défaite des mères. Vous l'écrivez comme vous voulez. Hein. We need to talk. Nous devons parler. Il faut que nous parlions. Le verbe to need implique la nécessité, le besoin. Pas le besoin qu'impliquerait le désir, pas non plus celui qu'entraîne le devoir, mais un besoin essentiel. Comprenons qu'il s'agit d'un impératif, quelque chose comme « il faut absolument que nous parlions ». Ce n'est pas un « il faudrait », c'est une urgence. Que nous parlions de quoi? De notre fils, Kevin. Parce que Kevin va très mal. Ou plus exactement, parce qu'il semble faire en sorte que sa mère aille mal. Est-il anodin de préciser ici que ce prénom, Kevin, dérive d'un mot gaélique signifiant « bien-aimé ». Or, qui a besoin de parler de Kevin? Un père et une mère. Des gens quelconques, enfin, presque. Notons que c'est le même type de phrase qui ouvre souvent les séances de supervision clinique dans les institutions, quelles qu'elles soient. Il faut, ou il faudrait, qu'on se parle de Kevin, de Gustave, d'Ali. Mais si l'on dit qu'il faudrait, c'est bien souvent que l'on part déjà un peu battu. Qu'on croit d'avance que ça ne servira à rien, ou que c'est déjà un peu trop tard. Cela dit déjà quelque chose de l'état transférentiel dans lequel l'équipe se trouve. Qui prononce ce « we need » ? On suppose que ça pourrait être une parole maternelle, d'une mère déboussolée, niée, écrasée de douleur. Cependant, c'est elle qui, de l'origine, et dans une ambiguïté magnifique, nous parle de Kevin, ou plutôt d'un éventuel futur Kevin. Au début du film, après quelques images de rêve, on assiste à la rencontre de ces deux êtres qui vont devenir des parents. Scène de rue sous la pluie, sans qu'ils chantent. Violence des désirs, bonheur. Évidemment, comme il se doit, il ne faut que quelques minutes pour que ces deux-là soient nus dans un lit et que cet homme, assurément délicat, pose la question de la supposée fertilité et donc de sa nécessaire retenue. Entendons bien, on baise pour l'amour, pas pour faire un bébé. Que lui répond-elle? Non, au contraire. C'est le propos exact d'Eva dans le film. Contraire de quoi? Le texte anglais du film est encore plus ambigu. À la demande chuchotée de l'homme, elle répond « No, it's not ». Il insiste et lui demande confirmation, « Sure ». Elle ne répond pas, inondée par son bonheur. Notons que quelques années plus tard, lorsqu'elle sera enceinte de nouveau, c'est Kevin qui l'annoncera à son père, posant ainsi la question sans réponse de la portée de la parole et de l'annonce dans ce couple. Quoi qu'il en soit,
voilà les premières paroles prononcées à propos de ces quelques cellules qui deviendront un jour celles d'un meurtrier de masse, d'un tueur en série, de ceux que les États-Unis produisent eux-mêmes en série. No, it's not. Que veut dire à ce moment-là cette femme au prénom prédestiné Eva? La première question que je voudrais poser, c'est celle du propos de ce film. Que cherche-t-il à nous montrer? La chose est d'autant plus claire que son auteur, Lynn Ramsey, ainsi que ses acteurs le répètent avec conviction dans les bonus du DVD, et que la plupart des commentateurs ont repris en chœur cette ancienne: le désamour maternel, l'incapacité pour une mère d'aimer son enfant ont fait de celui-ci un monstre. Et ce, quelle que soit la cause de cette incapacité, que ce soit pur égoïsme, comme elle semble le supposer, que ce soit pour des raisons plus pathologiques, ou que ce soit du fait d'une contrainte sociale. Il semblerait que l'on ait là une pseudo-évidence sociologique de base: ne pas aimer son enfant en ferait un inadapté. Probablement un monstre, peut-être un terroriste. Mais il s'agit de créer un personnage de mère crédible et ayant une logique interne qui l'empêcherait d'aimer son enfant. Là, le film se fait moins convaincant. Il me semble, c'est tout au moins l'hypothèse que je veux développer, qu'une toute autre lecture est possible et que cette lecture échappe littéralement aux intentions de la cinéaste, qu'elle ne lui est pas consciente. En quelque sorte, il y aurait à l'insu du film une posture inconsciente, une trame exprimée sotto voce qui, mieux que le contenu latent, serait à même de dire quelque chose de notre société. En deux mots, Eva et Franklin, puis Kevin, sont tous trois les victimes d'une situation qui les dépasse, à laquelle ils ne comprennent ni ne peuvent rien, et qui se nomme la barbarie. Non, pas celle des hordes qui envahissaient Rome jadis, mais une barbarie ordinaire. Celle qui résulte à la fois de ce que j'ai appelé la haine de la parole et l'ensemble de conséquences qui en dérivent, notamment en matière de relations entre hommes et femmes, entre parents et enfants, et particulièrement entre mère et fils. J'appelle barbarie ce que Theodor Adorno et Max Horkheimer ont défini dans un texte visionnaire de 1944 intitulé Kulturindustrie, dans lequel ils annonçaient que la désagrégation des derniers résidus précapitalistes, la différenciation technique et sociale et l'extrême spécialisation ont fait du secteur de la culture un véritable chaos. De la culture, c'est-à-dire dans un sens élargi de l'ensemble des rapports interhumains. C'est également la thèse que propose Alain Badiou comme éclairage des attentats de 2015. Citation: c'est une espèce de torsion interne qui fait que se retourne contre l'Occident toute une partie de son impuissance. Son impuissance quand il s'agit de créer un espace subjectif habitable pour l'ensemble de la jeunesse du monde. Fin de citation de Badiou. C'est bien de cela qu'il s'agit. Kevin n'a pas pu se trouver dans un espace subjectif habitable. Quoique sa mère et son père aient voulu tenter, quelle que soit la dose d'amour qu'ils lui ont témoigné. Pourquoi? Mais parce qu'entre trois, aucune parole n'a plus aucun sens ni aucun effet. Comment ne pas devenir fou lorsque le devenir paraît ne plus porter aucun avenir, en sorte que le monde paraît n'avoir plus aucun sens? C'est une citation de Bernard Stiegler dans La Disruption. Encore faudrait-il s'entendre sur le concept de folie dont il est ici question, et sur le type de folie dont Kevin pourrait sembler atteint. Le film propose donc un Kevin mal aimé et malheureux, ce qui est bien mis en lumière, mais il propose aussi que ce désamour le transformerait en terroriste, ce qu'il est devenu.
même que grâce à cet acte, le mass murder, il aurait su retrouver l'amour maternel. Va pour la trame apparente. Mais en sous-jacence, il y a tout autre chose. Il y a d'abord et avant tout une femme à la recherche constante d'un amour qui la fuit. Comme une plume de cygne ne sera jamais mouillée par aucune eau. Ce n'est pas que l'amour manquerait, c'est qu'il n'a pas prise sur elle. Et cela, une actrice magnifique, Tilda Swinton, l'incarne à la perfection. Finalement, ce que montre ce film, c'est que même lorsqu'ils se parlent, Eva et Franklin, tout comme Eva et Kevin, ne s'entendent pas. Leurs mots ne servent plus à canaliser leurs pulsions, ils ne sont que bavardages qui les laissent tous trois étonnés, impuissants et misérables, et qui laissent ce fils trop intelligent, lâché dans un vide sans fond, sans aucun repère, sans les mots auxquels il puisse non seulement croire, mais qui lui feraient un squelette psychique. Il n'y a plus en lui que la sublimation négative, en ce sens que la sublimation est aussi un pharmacone, capable de guérir les maux tout en empoisonnant aussi l'organisme. Mais comment l'entendre? Ces mots inefficients le sont-ils du fait de l'étroitesse psychique d'Eva? Où en est-elle la victime elle aussi, comme au fond nous le sommes tous un peu? Ce qu'elle nous montre, c'est un visage hébété devant une grossesse qu'elle a acceptée dans l'effervescence du plaisir, mais qu'elle n'a pas délibérément voulu. Sa parole qui donna naissance à Kevin en fut-elle une? Sur quoi repose cette vie et sur quels mots? Je considère que la parole de tout temps à la fois structure de l'être, mais aussi par son ambiguïté même, source d'incapacité qui ne peut que renvoyer sans cesse au manque fondamental, que cette parole-là est maintenant pervertie par un système qui a perdu l'esprit. Un système que l'on nomme néolibéral ou hypercapitaliste, dont la disruption évoluant de façon hyperbolique ne peut faire autrement que détruire l'essence même de la parole, en transformant les humains en machines automatiques et en agissant à la façon du réflexe conditionné. Comment? La raison est à entendre du fait d'un glissement de la société de consommation. Je choisis. Vers une société de saturation. Je réponds de façon automatique. Et cette saturation a pour effet que toute rationalité se trouve donc sans cesse mise en défaut par la saturation du fait même du caractère excessif de celle-ci. C'est-à-dire, en d'autres termes, que toute saturation paralyse la pensée de l'acteur. C'est donc aussi qu'une société de saturation est une société pulsionnelle, un ensemble humain qui agit mécaniquement, mais ne se fie plus essentiellement à l'exercice de sa parole. C'est une citation, là, extraite du livre même de Claude Alliot, La haine de la parole, où il développe longuement cette question de la saturation. Ce manque fondateur dont émerge la parole, c'est aussi ce qui implique en quelque sorte une fatalité de l'échec que le néolibéralisme refuse absolument parce qu'il conditionne toute forme de choix dans la consommation, c'est-à-dire que la nécessité d'une dialectique plutôt que d'un réflexe automatique. C'est ce que disait en son temps Wilhelm Flusser, définissant ce qu'il appelait le geste de parler. Je cite: « Le geste de parler est éminemment politique. Il oscille tout le temps entre le choix des paroles en fonction des problèmes et en fonction de la compréhension par autrui. Mais il se penche vers le deuxième terme de l'alternative. C'est donc un geste dont le motif est la recherche d'autrui et dont la méthode est l'élargissement du territoire de la liberté. Il s'agit d'un geste condamné à l'échec,
En dernière analyse, les problèmes fondamentaux restent indicibles et les paroles grâce auxquelles on atteint autrui restent inexprimables. La parole est la demeure de l'être, mais l'homme ne la possède jamais. Et quand il est possédé par elle, il ne la domine pas. Mais c'est précisément à cause de son dernier échec que le geste de parler est l'une des manifestations de la dignité humaine. Car la dignité humaine, c'est essayer de franchir ses limites, malgré l'échec certain. Citation de Wilhelm Flusser, Les gestes. Si je souligne ici ces deux phrases, élargissement du territoire de la liberté et manifestation de la dignité humaine, c'est parce que dans l'histoire de Kevin, certes montrée de façon outrancière, mais seule cette outrance sait nous faire toucher du doigt son absurde réalité. La perversion généralisée de la parole ne peut conduire à autre chose qu'à nier liberté et dignité, c'est-à-dire, pour paraphraser Hannah Arendt, à construire une banalité de la barbarie. Et quand Eva et Franklin tentent de se parler, Kevin, encore tout petit, se moque d'eux. Nia, 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 nia. Plus tard, dans une scène glaçante, lorsque Eva invite Kevin au restaurant et esquisse une séduction toute maternelle, il lui montre avec un cynisme absolument implacable à quel point ces mots sont vides de sens et inutiles. Kevin lui dit « Au dessert, tu aborderas le sujet de la drogue, délicatement, sans m'effrayer, en me mentant. Tu me raconteras ta propre expérience et quand tu auras sifflé ta bouteille, tu me feras les yeux doux en disant « On est bien tous les deux ». Autrement dit, je ne peux espérer aucun appui sur tes mots. Mais revenons sur cette quasi-rengaine de la faute maternelle, par ailleurs éminemment paradoxale. Une lecture approximative de Freud, aggravée par Kanner et quelques autres, puis diffusée et déformée par la saturation médiatique, a pu laisser supposer que là où sévissait une pathologie de l'enfant, il fallait rechercher une cause maternelle. Une faute maternelle. Qu'elle soit inconstance, relation d'amour haineuse, voire propension inavouable vers une fantasmatisation conditionnée par Thanatos. Parallèlement, des mouvements d'ampleur se sont manifestés depuis un demi-siècle pour récuser cette idée de façon souvent énergique, parfois même très combative. Et depuis quelque temps, on assiste au contraire à une sorte de sainteté intouchable enveloppant le concept même de maternité. Et de ce fait, chaque mère en tant que telle en témoigne l'étonnement et la réprobation non pas en tant que condamnation, mais en tant que déclaration d'une impensabilité devant la relative récurrence de mères meurtrières, qu'il s'agisse de nouveau-nés ou au contraire d'enfants déjà grands, congélation, étouffement, abandon dans l'océan. Entendons que refuser toute forme de désamour, voire de fantasme haineux, c'est